9 mars 1661. Louis XIV règne en maître. Mazarin ne recevra pas le rapport que Paul lui a envoyé le 9 mars 1661 de Cagliari, car ce même jour, à 2 heures du matin, le cardinal vient d'expirer. 3 jours plus tôt, il a fait son testament et, sur son lit de mort, il a donné ses derniers conseils au jeune souverain, son filleul. Il lui laisse 3 hommes d'État particulièrement brillants. Nicolas Fouquet, surintendant des finances, Michel de Tellier, ministre de la guerre, Hugues de Lionne, ministre des Affaires étrangères. Il a aussi chaudement recommandé au roi son intendant personnel, Jean-Baptiste Colbert. Mais ce dernier a déjà la confiance de Louis XIV. Le souverain écrira en effet dans ses mémoires pour l'année 1661 qu'il connaissait les qualités d'application, d'intelligence et de probité de Colbert. Le 8 mars, veille de la mort du cardinal, il l'a, du reste, nommé intendant des finances. Le jour même de la disparition de Mazarin, Louis XIV réunit son gouvernement et lui annonce qu'il ne prendra pas de Premier ministre. Il a décidé de désormais régner en maître. Lui, qui depuis son plus jeune âge s'est voulu être une incarnation de l'État, ne veut pas cohabiter avec un Premier ministre. Plus tard, dans ses mémoires pour l'année 1661, il écrira au dauphin: Quant aux personnes qui devraient seconder mon travail, je résolus sur toute chose de ne point prendre de Premier ministre. Et, à ce rappel historique, il ajoutera une importante recommandation, brûlante d'actualité 3 siècles et demi plus tard. Si vous m'en croyez mon fils, et tous vos successeurs après vous, le nom de Premier ministre serait pour jamais aboli en France, rien n'étant plus indigne de voir, d'un côté, toutes les fonctions, et de l'autre, le seul titre de roi. La décision de Louis XIV en surprend plus d'un. Nombreux sont les sceptiques, et Fouquet n'en est pas des moindres. Aussi talentueux que prévaricateur, il demeure persuadé de devenir Premier ministre. Cette ambition porte ombrage à Colbert, son principal rival, et Fouquet, pourtant si subtil, ne voit pas le piège que lui tend son ennemi. Depuis des mois, Colbert accumule contre lui des faits et des chiffres qui se chargent de convaincre le roi de la perfidie du surintendant des finances, dont Louis XIV ne tardera pas à décider la perte. Dans les mois qui suivent sa prise de pouvoir, Louis XIV organise son gouvernement et structure son conseil qui regroupe ses ministres et quelques personnalités éminentes du royaume dans plusieurs sections, dont la plus importante est Conseil d'en haut, que le roi préside personnellement et où toutes les décisions essentielles sont prises. Seuls les 3 ministres d'État Fouquet, Le Tellier et de Lionne en sont membres. Quant au département de la mer, il est curieusement scindé en deux. Le Tellier a la responsabilité de la marine du Levant, alors que le Lionne a celle du Ponant, dont l'escadre est réduite simplement à quelques vieux vaisseaux, basés sur des ports laissés à l'abandon. La mission du chevalier de Clerville. C'est au cours de cette période pourtant si chargée et si décisive pour son avenir que le roi esquisse son projet d'implantation en Algérie en vue de prendre au Barbaresque le contrôle de la Méditerranée. Il est intéressant de noter que la première action militaire envisagée par le jeune souverain, devenu le maître absolu du royaume, est une opération combinée qui suppose une participation importante de la flotte. Ceci contredit formellement les assertions de ceux qui prétendent que Louis XIV ne s'est jamais intéressé aux affaires de la marine. En mai 1661, le roi demande à son premier écuyer, M. de Berengen, d'examiner, de concert avec M. de Clerville, toutes les affaires qui regardent la barbarie, et de lui faire des propositions utiles pour préciser son projet d'intervention en Algérie. Louis-Nicolas, chevalier de Clerville, va jouer un rôle prépondérant dans la suite de cette affaire. 3 siècles plus tard, cet ingénieur militaire sera encore qualifié par le dictionnaire de l'histoire de France de plus illustre bâtisseur de fortifications de son époque. C'est un homme de Mazarin.
Depuis 1647, il a participé aux principales batailles et a dirigé la plupart des sièges des guerres contre l'Empire et contre l'Espagne. En 1652, il était présent au siège de Saint-Menehould contre Condé et les Espagnols. Il a été distingué par le jeune roi qui, à 15 ans, faisait alors son apprentissage des armes auprès de Turenne. Après la prise de la ville, Louis XIV a promu Clerville maréchal de camp, titre à peu près équivalent au grade français actuel de général de brigade. En 1654, Clerville a dirigé le siège de Stenay où il était assisté par un jeune élève ingénieur de 21 ans, Monsieur de Vauban. Pendant la campagne de Flandre de 1655, sous les ordres de Turenne, Clerville a joué un rôle essentiel au siège de Londres aussi, de Condé et de Saint-Ghislain. L'année suivante, il a dirigé les attaques de Valenciennes. En 1657, celle de Montmédy. Au cours de la nouvelle campagne de Flandre de 1658, il a participé au siège de Dunkerque, puis à la prise d'Ypres. Le 29 juin 1658, il était auprès du roi quand, à Dunkerque, 4 jours après la chute de la ville, lui est tombé gravement malade. Après son établissement, le roi s'est souvenu de la présence de ce fidèle serviteur. Il a créé pour lui la charge de commissaire général des fortifications et réparation des villes de France. Au printemps 1661, quand il reçoit de Louis XIV la mission concernant la barbarie, Clerville est un personnage important du royaume. Sa compétence n'est mise en doute par personne, mais l'homme n'est pas sympathique. Ses succès militaires l'ont grisé. Son ambition démesurée le pousse à l'intrigue. Sa prétention, qui frise la fatuité, l'incite à trop d'indépendance. Il était une créature de Mazarin. Il deviendra un homme de Colbert et se prétendra toujours le protégé du roi. Si Louis XIV choisit Clerville pour étudier son projet d'intervention en Algérie, c'est que, là-bas, on devra construire un port et une forteresse. Le commissaire général aux fortifications est sans aucun doute le plus compétent pour ce faire. Le roi a une grande confiance en Clerville. Il a apprécié son habileté technique lors des nombreuses campagnes où ils se sont côtoyés. D'autre part, le chevalier parle, dit-on, les langues orientales et Louis XIV estime cela fort utile pour une mission en Algérie. Mais n'ayant jamais résidé dans un pays arabe, Clerville n'a, en fait, une connaissance des langues orientales qui ne va pas au-delà de quelques notions théoriques d'arabe classique. Elles ne lui serviront à rien pour une expédition en Algérie où l'on ne parle que le berbère ou un dialecte arabe très différent de la langue classique. Enfin, et c'est peut-être la raison première du choix de Louis XIV, Clerville est actuellement en mission à Marseille, où le roi a décidé de construire une citadelle pour maintenir son autorité dans cette ville qui s'est révoltée pendant la Fronde. Clerville est en train de construire le fort Saint-Nicolas qui domine le port. Dans la cité phocéenne, il est en relation constante avec les autorités, les marchands et les armateurs de la ville. Ceux-ci, qui jusqu'alors souhaitaient la paix, ont radicalement changé d'attitude après le durcissement de la politique d'Alger contre les Français et le développement de la course contre leurs navires aux abords même des côtes de Provence. Ils attendent maintenant avec impatience le châtiment des barbaresques. Clerville, parfaitement au courant des relations de la France avec le pachalik d'Alger et au fait de tout ce qui concerne l'affaire du bastion de France, s'impose à Louis XIV comme l'homme de la situation. Flatté de la mission que lui a confiée le roi, Clerville s'y livre avec tant de zèle qu'il en parlera par la suite comme s'il en avait été personnellement l'initiateur. Après une brève analyse de la situation, il adresse rapidement ses premières recommandations à Louis XIV. Mais Clerville connaît bien Colbert. Comme lui, homme de Mazarin, il pressent son avenir brillant. Aussi va-t-il désormais le tenir fidèlement au courant du projet.
Le 19 juillet, il lui envoie une copie de son mémoire au roi et l'informe qu'il y a joint, deux points, un plan d'AG avec un projet des attaques que plusieurs personnes ont ci-devant proposé, et propose encore de faire, avec dessein de brûler les vaisseaux des corsaires, ce que nous ne trouvons point si aisé que bien des gens. Il ajoute, Monsieur de Béringen et moi avons cependant travaillé au projet d'une autre entreprise qui nous a semblé moins périlleuse, aussi utile pour le fruit qu'on en peut attendre, et plus assurée pour le succès. J'en achèverai demain tout le dessin pour vous présenter les choses dans un aspect plus intelligible. Ce mémoire de Clairville n'est en vérité porteur d'aucune information nouvelle. Le roi connaît parfaitement les risques d'une attaque contre Alger. Quant à l'entreprise moins périlleuse, il ne s'agit en fait que du projet même que Louis XIV a personnellement formé, celui d'implanter une base militaire permanente sur le littoral d'Afrique du Nord pour lutter contre les barbaresques. La seule nouveauté dans la lettre de Clairville est sa proposition d'entreprendre un voyage de reconnaissance des côtes du Maghreb. Le 2 août, dans une lettre à Colbert, il chiffre à 10 900 livres le coût de ce projet. Deux points. Monsieur de Béringen prêche fort au roi l'utilité du voyage auquel je me suis offert et lui envoie un mémoire des frais qu'il faudrait faire pour cela. Je vous l'envoie aussi pour y donner ordre si sire monsieur approuve le dit voyage. L'accord du roi ne suffira cependant pas à Colbert, pourtant intendant des finances, pour débloquer les fonds. Clairville devra écrire au surintendant en personne, le seul à détenir les cordons de la bourse. Mais en ce mois d'août, Fouquet a d'autres préoccupations que la chasse aux barbaresques. Il est absorbé par ses combinaisons financières, ses intrigues amoureuses, ses manœuvres politiques, la surveillance de celle de Colbert et surtout par la préparation de la grande fête qu'il doit donner le 17 août dans son château de Vaux-le-Vicomte. Fête où, écrit Bluch, en y invitant le roi, se mettant dans la position d'un roi qui aurait invité un parent pauvre, Fouquet acheva de sceller son destin. Sans réponse de Fouquet, Clairville n'en continue pas moins ses préparatifs. Nous ne laissons pas de faire travailler en toute diligence à l'armement d'une bonne barque, écrit-il au roi le 30 août. Afin de ne perdre aucun temps de la bonne saison et de l'heureuse conjoncture que nous fournit l'arrivée de la flotte anglaise aux côtes de Barbarie et surtout au devant du port d'Alger. Le temps presse, en effet. Le début de l'automne est propice à un tel voyage. La mer est encore clémente et, à l'approche de l'hiver, les pirates sont déjà moins nombreux. Clairville n'aura pas longtemps à attendre. Le 5 septembre, sur ordre du roi, le sieur d'Artagnan, sous-lieutenant des mousquetaires, arrête Fouquet. Louis XIV le fait embastiller, le démet de toutes ses fonctions et supprime le poste de surintendant des finances. Il en assurera désormais personnellement la charge. Il nomme Colbert ministre d'État et membre du Conseil d'en haut à la place de Fouquet. Aux nouvelles attributions de Colbert, il ajoute une mission spécifique, celle de réorganiser l'administration de la marine. Cette nouvelle responsabilité est particulièrement délicate à assumer, car elle empiète sur celle de Lyon et de Tellier, respectivement chargés des marines du Ponant et du Levant, et qui demandent officiellement les seuls interlocuteurs des chefs d'escadre. Dans sa nouvelle charge, Colbert devient le superviseur, nous dirions de nos jours le chef fonctionnel, de l'intendant de la marine du Levant à Toulon, Monsieur de la Guette. Ce dernier va jouer un rôle clé dans l'affaire qui nous concerne, car il sera l'intermédiaire obligé entre Colbert et les chefs de l'expédition en Barbarie. Louis Testard de la Guette. Louis Testard de la Guette a 52 ans. Contrairement à bon nombre de fonctionnaires de l'époque, il est parfaitement intègre et d'une grande fidélité au service du roi, service qu'il accomplit depuis près de 40 ans. Ses qualités de gestionnaire et son sens de l'économie plaisent fort à Colbert.
Mais son honnêteté et sa conscience professionnelle sont fâcheusement doublées d'une rigueur difficilement tolérable et d'un attachement exagérément pointilleux à la discipline. Ancien officier d'artillerie, ses connaissances en matière maritime sont quasiment nulles. Aussi se heurte-t-il sans cesse avec les amiraux et les capitaines des navires qui, fort indépendants, acceptent mal son rôle de médiateur et rejettent souvent ses ordres. Entre lui et Duquesne, le plus obstiné et le plus désagréable des officiers, le conflit est ouvert et permanent. Ces désaccords répétitifs de la guette avec les gens de la mer qu'il jalouse et qui, en revanche, ne lui cachent point leur dédain, vont nécessiter de fréquents arbitrages de Colbert et parfois même du roi pour des affaires dont certaines pourraient être qualifiées de broutilles.